Mesdames et messieurs, bonjour. Notre entretien du jour reçoit pour vous le docteur Marcel Baglot. Il est le directeur général de l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers. Avec lui, nous parlerons de l'utilité des frontières à l'heure de la libre circulation des personnes et des biens. Monsieur Marcel Baglot, bonjour. Bonjour. Monsieur Marcel Baglot, je le disais tantôt, à l'heure où on parle d'intégration régionale de libre circulation des personnes et des biens, dites-nous, à quoi sert aujourd'hui une agence chargée de la gestion intégrée des frontières? Une agence chargée de la gestion intégrée des espaces frontaliers est une agence chargée donc d'animer un territoire particulier. Un territoire pas comme les autres que constituent les espaces frontaliers. En Afrique en général et au Bénin en particulier, le développement des pays s'est fait du centre vers la périphérie. Donc on a tout concentré au centre, Cotonou, Parakou et Net-Tengo et au plus. Et les périphéries ont été oubliées dans le dénuement total. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons des espaces de non-droit, des espaces où il n'y a même pas de droit à voir, des espaces de pauvreté extrême, des zones marginalisées et coupées du Bénin par des cours d'eau. Même pour aller d'un point à l'autre, pour passer par traverser les rivières. Résultat, il est devenu très important de créer une situation pour améliorer les conditions de vie de ces populations. Il est devenu important de se rapprocher ces populations pour les rendre béninoises. Parce qu'aujourd'hui, ces populations ne se reconnaissent pas comme des populations provenant du Bénin. Oui, mais est-ce que justement ces problèmes ne sont pas dus à la délimitation verticale des frontières imposées du temps des colons? Parce qu'on sait que historiquement et culturellement, les populations ont l'habitude de s'installer horizontalement. Je vais prendre l'exemple des Yoruba au Bénin et au Nigeria, ou encore des Mina au Bénin, au Togo et au Ghana. Est-ce que vous tenez compte de cette réalité historique dans la gestion de votre agence? C'est très important. D'ailleurs, nous avons un pan entier et lié à cela, c'est la coopération transfrontalière par la base. Où nous mettons les chefferies ensemble, nous mettons les forces de sécurité, travaillent ensemble, les communautés et les collectivités qui travaillent de part et d'autre de la rivière, de la frontière. Mais il faut revenir à quelque chose qui est très important, qui est la circulation des personnes et des biens ou pas. Ce que nous marquons sur nos frontières, la libre circulation des personnes et des biens n'est valable que sur les grands centres. Si je prends la frontière entre le Bénin et le Nigeria, sur près de 800 km, nous avons la frontière de Semekrake, nous avons la frontière de Oré, de là nous allons directement à la frontière d'Igolo, d'Igolo il faut aller à Ilara, d'Ilara il faut aller à Chikandou, etc. Alors, on a que quelques 4, 5, 6 points d'entrée que nous appelons frontières. Ces points, c'est parce qu'il y a des voies bitumées à ces endroits. Et avec les lieux de contrôle. Or, nous avons des milliers d'autres voies qui rentrent dans le Nigeria, qui sont dans le Nigeria sans contrôle. Alors, vous voulez nous dire que vous gérez alors une réalité non concrète, abstraite? Vous gérez une réalité abstraite? Très concrète, parce que nous ne gérons pas les frontières. Pendant longtemps, de 1960 à 2009, on a géré les frontières. Et quand j'ai les frontières, c'est les spécialistes, les géomètres ou les spécialistes de tracé qui vont sur les frontières. La délimitation des frontières. Ils ne regardent pas ceux qui sont à gauche, à droite. Leur problème, c'est de voir les lignes frontières, contrôler les lignes frontières et protéger les lignes frontières. C'est ça qu'on a appelé une conception de frontières barrières. Mais depuis 2009, même au niveau de l'Union africaine, un programme a été mis en place pour permettre de connaître ces frontières, de les faire accepter par les deux pays et de les effacer. Comme l'a dit quelqu'un, une frontière, il est indispensable de la connaître pour savoir où s'arrête la souveraineté du pays. Il le faut faire accepter par les deux pays pour être sûr qu'on parle de la même chose. Et après, on fait ce qu'on appelle la coopération transfrontalière. C'est-à-dire, je dis, comme les frontières séparent des familles, séparent des peuples, oublions les frontières et permettons à ces populations de vivre ensemble. Et ça, c'est l'objectif de la création de l'agence. Essayer de tout faire pour connaître les frontières, sortir les populations frontalières de l'immense pauvreté où elles se trouvent aujourd'hui et après les mettre en contact avec leurs frères
de l'autre côté pour être là. C'est-à-dire que les conflits frontaliers jouent un rôle dans le travail que vous faites. Est-ce que les conflits frontaliers sont à la base justement de la mise en place d'une agence pareille? Oui, c'est pour éviter ces conflits qu'on met en place l'agence. C'est pourquoi nous parlons de la diplomatie préventive locale. Ça, c'est un objectif. Si je prends par exemple le cas du Mali et du Burkina Faso, c'est de petits villages insignifiants dans une paille de désert qui se sont affrontés et sans savoir ce qui se passe, les deux États ont envoyé leur armée au secours de ces populations. Si je prends le cas du Bénin, nous avons les mêmes situations avec le Nigeria sur le village de Ogamoy. Ça a duré une zone de près de 180 km occupée par le Nigeria depuis 1960 jusqu'au 3 avril 2015. Nous avons dû avoir recours aux forces pour prendre la zone. Mais il n'y a pas eu d'éclat parce qu'en amont, nous avons discuté avec le gouvernement, discuté avec le gouvernement local. Nous avons vu le chairman, nous avons vu tous les responsables, les chefs traditionnels de cette zone-là avant d'aller vers là. Ça, c'est notre rôle, ça. Et par exemple, jusqu'à la création de l'agence, il y avait 7 villages du Bénin qui étaient occupés par le Nigeria et plus une région. À la création de l'agence, aujourd'hui, nous avons récupéré l'ensemble de ces villages-là. Mais quand on récupère, il faut leur redonner la légitimité dont nous développons des activités. Et quels sont justement ces villages-là? Nous avons, si nous prenons dans la commune de Semana, nous avons, à partir de Mananville, nous avons Nafa, qui est, si vous voulez, à l'est du gisement de fer du Bénin. Nous avons Iloua, et quand nous venons à Semana, nous avons Gidankada, nous avons Mafuta, nous avons Wassare, nous avons Issa. Si nous quittons là, nous venons à Neki. Nous avons à Neki le village de Sinanguru. C'est en 2011 qu'on a pris cela. Et en descendant vers un peu vers Perere, nous avons le grand bloc d'Ogamoy qui fait environ 180 km. Ça fait peut-être 10 fois Cotonou. Et qui est une zone très boisée, très riche, qu'exploitaient lourdement les rois et les émirs du Nigeria. Et donc, tout ça, nous avons été que nous sommes obligés de ne pas investir en même temps dans construire des écoles, construire des centres de santé, pour construire par exemple des commissariats ou des brigades de gendarmerie pour sécuriser la population, pour qu'on les protège. Et après ça, il y a les écoles, les marchés, etc. Donc vous voulez dire que tous ces territoires sont entrés désormais dans le patrimoine de l'État béninois? Le drapeau béninois flotte dans toutes ces localités. Alors, en dehors justement de ces villages que vous venez de citer, quelle autre réalisation perceptible peut-on mettre à l'actif de votre agence? Aujourd'hui, dans le cadre du maillage sécuritaire, le renforcement de la sécurité le long de nos frontières, nous avons au moins construit 21 commissariats et postes avancés qui sont construits et mis en service aujourd'hui. Nous avons 17 qui sont en construction, qui sont livrés avant 2015. Au niveau des brigades de gendarmerie, 15 sont déjà construits et livrés. Et nous avons 5 qui sont en construction. Et en deux ça, nous sommes dans le socio-économique et là aussi, et dans les infrastructures socio-économiques, nous avons 48 structures qui sont mises en place. Collèges, écoles primaires et infrastructures marchandes, comme le marché d'Atiémé, le marché d'Atomé, etc. Donc, nous avons cela. En dehors de cela, nous prenons les femmes. Le Nigeria a un grand marché. Un très grand marché qu'on n'exploite pas assez. Alors, ce que nous avons commencé à faire les femmes de ces villages que nous avons récupérés, c'est de les prendre, de les ramener à Sabalou, apprendre à faire du gari. Puis le gari, c'est une spéculation très très bonne là-bas. Et dans toute la zone, le manioc prolifère. Donc, elles font le gari qu'elles vendent et de l'autre côté. Voilà un peu en fin de compte, de la protection des frontières, vous vous retrouvez dans le domaine du développement. En fait, vous êtes un super ministre, on peut le dire, en quelque sorte. Non, ce n'est pas un super ministre. Mais parce que vous faites un peu de tout au niveau de cette agence. C'est ça que nous appelons la gestion intégrée de cet espace. C'est comme si le gouvernement a choisi de faire un plan Marshall pour cette zone-là. Vous savez, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe était complètement par terre. Il fallait sauver cette zone-là. Donc, il a fait une discrimination positive
Donc le gouvernement a décidé de faire une discrimination positive à ce secteur. Ce n'est même pas seulement nous qui intervenions, mais il y a des projets, comme le projet Zofrola, qui est un projet qui construit des infrastructures scolaires dans le primaire, dans ce secteur, et qui nous appuie lourdement. Vous vous occupez également de la lutte contre la criminalité transfrontalière. Dites-nous en quoi concrètement êtes-vous utile dans ce domaine? En ce qui concerne la criminalité transfrontalière, l'enclavement, la marginalisation et la pauvreté extrême des zones frontalières font que les grands criminels, même les néo-terroristes, les islamistes radicaux choisissent ces zones-là pour travailler parce qu'il n'y a personne qui les approche. Il y a des zones où on n'a jamais vu un policier béninois. Si je prends Mafuta, c'est tout dernièrement que nous avons amené la police béninoise là-bas. Donc, on n'a jamais vu la police béninoise. Est-ce à dire que vous contribuez à la lutte contre Boko Haram également? Ah oui, dans tout le processus, pour nous, c'est global. Parce qu'aujourd'hui, le Bénin n'est pas seulement sous la menace de Boko Haram seul, mais le Bénin est sous la menace de toutes les trucs radicaux. Si vous prenez par exemple la pression actuellement qu'exercent tous les pays du Nord, qui viennent aider le G5. G5, c'est le groupe mis en place aujourd'hui pour lutter contre le terrorisme dans le Sahel. Oui. Il y a l'ACMI, si la pression est forte, va reflouer vers les pays du Sud. Et ceux-ci viennent vers le pays du Sud. Le Burkina étant dans le G5, c'est le Bénin qui est le premier client. Quand le Boko Haram aura la pression du Cameroun, la pression du Nigeria, du Tchad, s'ils refoulent, soit ils vont en mer, soit ils viennent au Bénin. Donc le Bénin devient le réceptacle. Le Bénin est réceptacle. Pour ça, le Bénin est obligé de se préparer. Et se préparer, c'est quoi? C'est de mettre en place les dispositifs. Et aujourd'hui, je crois que les dispositifs sont en train de mettre en place. Ne pouvons pas vous dire tout ici, mais ce qui est clair, vous allez voir que le long de la frontière avec le Nigeria, il y a un maillage sécuritaire qui fait que nous avons aligné des postes de sécurité. Après les postes de sécurité, les commissariats, après les commissariats, les forces de deuxième ordre de gendarmerie, et après les camps militaires. Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien, M. Marcel Baglo. Vous avez certainement un mot de fin. Le mot de fin, c'est le plaidoyer pour ces zones-là. Beaucoup ne connaissent pas les zones, beaucoup de Bénin ne connaissent pas les zones humides, les zones frontalières, ne connaissent pas les espaces frontaliers. Et je souhaiterais que chacun y fasse un tour pour se faire lui-même une opinion. De voir quelle pauvreté nous côtoyons tous les jours sans le savoir. De voir quelle bombe nous avons à côté sans le savoir parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Ce qui s'est passé au Mali avec l'Azawad, c'est la marginalisation des Touaregs qui a poussé les Touaregs à la rébellion. En Centrafrique, tous les Sénégalais sont venus de la frontière avec le Soudan, où les gens n'ont rien, n'ont même pas de puits, n'ont rien. Et je peux vous citer, si on parle du Congo démocratique, toutes les rébellions sont sur les frontières. Donc, essayons de corriger cette insatisfaction en proposant un plan Marshall pour ce secteur-là. Je l'ai dit, si nous pouvons avoir une ONG de personnalité, ce pays choisissant d'aller chacun construire une chambre pour jouer le salon dans ses frontières, on aurait assez fait. Moi, il y a fait. Donc, je souhaite que tout le monde fasse comme ça. Merci, Dr Marcel Baglo. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers. Avec vous, nous avions eu à parler de l'utilité des frontières à l'heure de la libre circulation des personnes et des biens. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis.